Bonsoir à tous, merci d'être là pour cette dernière réunion du Conseil de l'année 2023. Je commence par donner lecture de l'ordre du jour de la précédente réunion du 24 novembre 2023. Nous avions à l'ordre du jour l'intégration des frais d'études au coût de travaux réalisés, budget annexe VVF, modification de décisions budgétaires sur les chapitres 012 et 67, convention pour le portage du label Pays d'art et d'histoire des Bastides du Rouergue, renouvellement des membres délégués de la commune pour l'entente du Pays d'art et d'histoire, recrutement d'un contrat de projet en volontariat territorial en administration, le VTA, recrutement de 2 agents recenseurs et nomination d'un coordinateur communal pour la campagne de recensement 2024, financement du projet de réhabilitation au 1 rue du Bourguet, programmation des coupes pour l'année 2024, acquisition des parcelles à proximité du château, et enfin déclaration d'intention d'aliéner relatif aux droits de préemption urbain. Voilà, donc vous avez reçu le procès-verbal de ce conseil et nous avons à le signer. Le secrétaire de séance était Jean-Régis, donc et le secrétaire de séance c'est le maire qui signe le PV. Merci. Voilà, donc nous allons démarrer cette séance du Conseil du 21 décembre 2023. Je dois annoncer les procurations, d'une part d'Alain Andrieux qui donne pouvoir à Natacha Clouzet, Pierre-Jean Bartheil qui donne pouvoir à Virginie Lefloc, Mathieu Larossini qui donne pouvoir à Claude Ravaillroll et Charles Poux qui donne pouvoir à Jean-Régis Sauvigny. Voilà. Qui veut bien faire secrétaire de séance? Alors, je veux bien faire secrétaire de séance. Mais si vous me permettez, avant, j'ai fait un petit récapitulatif justement des différents comptes rendus qui ont été faits par nous tous, histoire qu'on voit un petit peu où on en est chacun, de façon à ce que ça puisse tourner et que ça ne soit pas toujours les mêmes. Donc je vais faire par ordre alphabétique et je vais dire juste le nombre de secrétaires de séance qu'il y a eu depuis le début de notre mandat. Alain a fait 2 comptes rendus, Isabelle 1, Pierre-Jean 4, Natacha 2, Suzanne 2, Fabrice 4, Mathieu 1, moi-même c'est mon 4e, Rémi 1, Laurence 4, Charles 1, Claude 1, Jean-Régis 4. Donc ça veut dire que les prochaines fois, peut-être, on tournera pour que ceux qu'on en fait un, déjà un 2e et puis après un 3e, jusqu'à ce qu'on arrive tous à peu près à égalité de façon à ce que ça puisse tourner. Voilà, si vous êtes d'accord. On va faire quoi, des tirages au sort par désignation unilatérale, c'est ça? Non, ou alors on fait celui qui a fait le... Enfin, on verra peu importe. Voilà. Merci pour ce pointage. Donc aujourd'hui, c'est toi. Merci Virginie. Donc les points à l'ordre du jour pour cette séance sont les suivants. Maison du gouverneur, présentation du bilan 2023. Décision modificative, budget communal, revalorisation des crédits au chapitre 11. Décision modificative, budget annexe VVF, revalorisation des crédits, emprunts et loyers. Marché de travaux, abrogation de la délibération autorisant le lancement de la consultation. Une décision du maire doit être prise conformément à la délibération fixant les domaines de compétences délégués du maire. Finances, créances en non-valeur. Ressources humaines, modalité de mise en place du compte personnel de formation pour les agents en 2024. Ressources humaines, création d'emplois permanents, renouvellement, et ensuite création d'emplois non permanents, il s'agit de renouvellement également. Nomination d'un placier suppléant,
Surmergeux, validité des modalités de renouvellement du bail commercial dérogatoire d'exploitation du site. Et pour terminer, commerce, convention d'occupation temporaire du local au 1 rue du Bourguet. Donc je commence par le premier point et nous avons l'honneur d'accueillir Camille Glardon, qui est la responsable de la maison du gouverneur et qui va nous présenter le bilan de l'année 2023. Vas-y, Camille. Oui. Tout d'abord, je tenais à vous remercier de m'avoir invité pour vous présenter donc le bilan de la Maison du Gouverneur, donc centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine du Pays d'Art et d'Histoire des Bastides du Rouergue. Donc, je vais juste attendre que ça s'allume. Oui, et je parlerai plus fort. Voilà. En quelques chiffres tout d'abord, donc la maison elle est ouverte du 1er avril au 5 novembre. Et comme l'an passé, nous avons eu à peu près 5000 visiteurs qui sont entrés à la maison du gouverneur. 4672 l'ont visité ou ont participé à nos animations. Et 2503 ont visité l'exposition temporaire intitulée donc l'envers des images, qui a été construite donc par le Pays d'Art et d'Histoire des Bastides du Rouergue. Comparé à 2022, c'est une petite baisse de 5% à peu près de nos visiteurs. Donc c'est une baisse qui est un peu générale sur l'ensemble, enfin dans les acteurs du tourisme nous l'ont dit, notamment en début de l'été, du mois de juillet et juin, qui ont été un petit peu moins bons que l'année précédente. D'une manière générale, donc, les visiteurs sont ravis de visiter la maison du gouverneur, ils sont toujours époustouflés par ce qu'elle est devenue pour ceux qui la connaissent. Ceux qui ne la connaissent pas, on leur explique comment elle était avant et donc ils reconnaissent tout le travail qui a été fait. Ils apprécient donc la visite de l'exposition permanente qui est ludique, organisée. C'est des gens souvent qui reviennent et qui sont ravis de revenir à la maison. Pour le bilan financier, donc, je comparais depuis 2019, donc la date de l'ouverture de la maison. Donc 2019, c'est une année un petit peu exceptionnelle puisque c'était l'année d'ouverture, donc l'année de la nouveauté. Ensuite, 2020 et 2021, il y a eu le Covid, donc du coup, fermeture bien plus tôt avec des confinements, donc les saisons sont beaucoup plus courtes, avec des jauges, donc on n'a pas pu recevoir les groupes, pas pu recevoir les scolaires, on ne pouvait pas accepter tout le monde au moment des conférences, donc voilà, ça a réduit énormément le nombre de visiteurs. Donc on passe de 5900 visiteurs en 2019 à 2844 en 2020, 3686 en 2021 et 2022 c'est de nouveau une année normale et de référence du coup du 1er avril au 6 novembre où là on a eu 4871 visiteurs. Et cette année donc voilà une petite baisse de visiteurs par rapport à 2022 mais par contre voilà beaucoup plus de monde sur nos animations donc 1334. On a vraiment en fait que les gens souhaitent vraiment, voilà, ils sont entrés dans la maison du gouverneur par d'autres canaux que la visite classique de la maison en fait. Et par contre, en termes de chiffre d'affaires et de vente à la boutique, et là on a fait que progresser chaque année. Pour la boutique, donc la boutique c'est aussi vraiment la vitrine des artisans du Pays d'Art et d'Histoire des Bastides du Rouergue. Donc on va trouver à la fois des associations de sauveteurs de Rouergue comme Art et Savoir-Faire, un illustrateur de Villefranche de Rouergue, Chibani, les reproductions de Corinna Nicolas, donc une ancienne architecte qui vit à Najac, enfin entre Paris et Najac et qui a dessiné donc tout le patrimoine de Najac. On a le couteau aussi de Régis, on avait des poteries donc de la potière Madame Salé. On travaille avec la Follavoine de Villefranche, l'Institut Occitan d'Aveyron et du Tarn-et-Garonne pour nos ouvrages. Et on essaye donc chaque année de renouveler avec de nouveaux artisans notre boutique. Donc cette année en nouveauté, on avait des poteries de Thierry Brevard de Rieux-Pérou, les vanneries de Marina Selva, donc Petite Feuille à Najac, des porte-clés du Martinet du Lézère de la Bastide-l'Évêque et des cartes postales du patrimoine à colorier de Patrimino, donc une guide conférencière auto-entrepreneuse. Donc voilà, la boutique, ça marche vraiment très très bien. On l'a aménagé, faire des temps de pause pour que les gens puissent
prendre le temps de bouquiner. Voilà, c'est un lieu de pause aussi, donc ils apprécient beaucoup ce poste-là. Et puis le fait d'avoir de l'artisanat local. Vraiment, on tient à ce que ce soit que de l'artisanat local. La nouveauté pour 2023, ça a été donc, notamment autour du public familial, l'installation d'un parcours jeune public intégré directement dans les salles d'exposition permanentes. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'offrir aux plus jeunes, en fait, une découverte sur les sens de l'exposition permanente, qui s'adresse quand même plus à un public adulte. Et donc là, de façon à toucher, à sentir, à jouer, ils ont découvert en fait l'exposition permanente. Et donc ça a eu un franc succès, les parents participaient également et ont vraiment apprécié le fait que leurs enfants soient vraiment accueillis dans cette maison avec un parcours qui leur est dédié. L'autre nouveauté, donc, ça a été la mise en place d'un document d'aide à la visite qu'on distribuait donc, aux visiteurs une fois qu'ils avaient payé l'entrée. Ce document, il apportait un rappel, une synthèse très rapide de l'histoire de cette maison, qui présentait également des photos avant sa restauration et pendant ses travaux de restauration, parce que quand on explique aux gens que c'était une ruine, alors pour ceux qui la connaissaient, ils ont un peu une idée, mais ceux qui n'ont jamais vu, leur montrer de où on est parti et où est-ce que ça a fini, c'est toujours assez marquant, et à chaque fois, ils ont toujours soulevé l'effort qui a été fait par la commune pour vraiment protéger et sauvegarder ce patrimoine. Donc voilà, c'est important de le mettre en valeur. Et ce parcours aussi, ce document d'aide à la visite explique après les différents parcours qu'ils vont rencontrer dans la maison, s'ils veulent faire plutôt l'aspect maison du gouverneur, donc l'histoire de la maison de Marchand, plutôt l'expo sur le pays d'art et d'histoire, le parcours jeune public, et l'oreille en balade. Donc ça, c'est l'autre nouveauté de 2023. On a donc en partenariat avec l'association Partage de Voix, donc qui porte les parcours oreille en balade, on a installé donc des QR codes qui sont déjà en place dans les communes, mais nous on a sélectionné donc des QR codes qui racontent, qui fait parler en fait les gens de leur patrimoine. Donc là par exemple, sur l'exemple que je vous ai montré, c'est la vitrine du Ségala, et le QR code explique les sécadous, les séchoirs à châtaigne, puisque c'est illustré dans la vitrine. Voilà, et donc ça a bien fonctionné aussi. Notamment ceux qui illustrent des choses bien spécifiques comme ça, parce que ça permet vraiment d'illustrer le petit patrimoine raconté par les habitants eux-mêmes. Pour les groupes scolaires, donc, puisque la maison du gouverneur accueille également des scolaires toute l'année, mais généralement c'est plutôt entre mai et juin. Là, donc, je vous ai mis le récapitulatif des groupes que nous avons reçus donc, depuis 2019. Donc pareil, entre 2020 et 2021, eh bien, le Covid, donc on n'a pas pu recevoir beaucoup de scolaires. Alors c'est difficile à mettre en place, ça prend du temps parce qu'il faut communiquer auprès des enseignants, montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on peut leur proposer comme projet pédagogique. Et bien évidemment, selon leur budget, les écoles n'ont pas forcément toujours les moyens de se déplacer, ou ça va vraiment dépendre des programmes des enseignants, mais on essaye vraiment de coller avec nos ateliers au programme d'histoire, de géographie, pour vraiment attirer les enseignants. Les écoles primaires et maternelles des communes du pays d'art et d'histoire ont l'entrée de la maison du gouverneur gratuite, ils n'ont pas à payer l'entrée. On en a eu beaucoup cette année, on a eu 115 élèves, principalement d'écoles de Villefranche. Voilà, et après donc, on essaie aussi de toucher un peu les collèges et lycées, les centres de loisirs également. Et en dessous, je vous ai mis donc, des commentaires d'enseignants après qu'ils soient passés à la maison du gouverneur. Et ce qui en sort principalement, c'est qu'on s'adapte très bien, donc, que ce soit à la fois des élèves de maternelle ou de lycée, qu'on adapte vraiment nos ateliers selon l'âge des enfants, puisqu'on ne s'adresse pas de la même manière à un enfant de maternelle qu'à un enfant de CM2, et qu'on a des outils pédagogiques intéressants pour expliquer l'histoire, le patrimoine de façon large. Voilà, donc maintenant pour la saison en tant que telle, donc, nos animations, on a eu un grand temps fort, donc c'est la Nuit des musées. Donc la Nuit des musées, c'est un événement national et même européen. C'est la 3e année qu'on participe cette année à la Nuit des musées, donc c'est toujours au mois de mai. Et pour l'occasion, donc on a fait écrire donc, une pièce théâtrale unique, vraiment pour la maison du gouverneur, donc par Lydia Boudoir et une metteuse en scène. Et donc on a présenté ce spectacle donc avec des bénévoles, comédiens de Najac et d'ailleurs, le samedi 13 mai et dimanche 14 mai.
Et donc la soirée du samedi 13 mai a été suivie d'un bal occitan ici de la Talvera. Ça a été une vraie réussite, donc 350 personnes se sont déplacées pour cet événement. À la fois, ça a été un succès à la fois pour le public et pour les comédiens, qui du coup ont redemandé à ce qu'on le repropose pour cette année 2024. Donc on va reproposer une formule un petit peu différente, mais à nouveau une pièce théâtrale autour de l'histoire de Najac. Donc à chaque fois, on part d'une histoire véridique, et puis on va romancer un petit peu, raconter cette histoire. Pardon, on peut souligner qu'il y avait même des élus, Oui. US et UES, parmi les acteurs. Oui, tout à fait. Bravo. Il y avait tout âge, ça allait de 15 à 77 ans, si je ne me trompe pas. Ensuite, ça c'était au mois de mai. Au mois de juin, donc, on participe chaque année au rendez-vous au jardin. Donc ça c'est dans toutes les communes du Pays d'Art et d'Histoire. C'est également un événement national. Et donc là, en tant que maison du gouverneur, on participe principalement à l'élaboration du programme et après à l'accueil et au renseignement des visiteurs pour les jardins qui sont ouverts à Najac et ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs, si vous connaissez des gens qui souhaitent ouvrir leur jardin, puisque ce sont des jardins privés qui sont ouverts pendant ce week-end, n'hésitez pas à nous le dire rapidement pour qu'on puisse les intégrer dans le circuit de visite. C'est un événement qui fonctionne bien aussi. Il y a 2-3 jardins remarquables qui sont ouverts à Najac, donc voilà, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur ce patrimoine paysager-là. Le 16 et 17 juin a eu lieu l'inauguration de la commande publique, donc des abords de la maison du gouverneur, l'aménagement artistique donc, de Didier Traîné. Donc le 16, vendredi 16, c'était une inauguration un peu plus familiale avec les Najacois sous forme d'échange pour discuter avec l'artiste. Et le samedi 17 juin, ça a vraiment été l'inauguration officielle, donc en présence du préfet de l'Aveyron, de la représentante Brigitte Mazard du conseil départemental de l'Aveyron. Il y avait également Monsieur Orsibal, donc président du Pays d'Art et d'Histoire, Gilbert Blanc bien évidemment, et d'autres élus des communes du Pays d'Art et d'Histoire qui étaient présents dans l'Assemblée. Donc cet événement-là a réuni 110 personnes. Et en juin, on organise aussi, c'est la 2e année maintenant, un concert donc, pour la fête de la musique le 21 juin. Cette année, donc, on avait la chorale Le Labo de Verfeil-sur-Seille. Et ensuite, le duo Caton-Catex, là en extérieur. Donc pareil, on a eu 80 personnes. Ça a très bien fonctionné. C'est un événement qui plaît beaucoup. On le fait généralement en début de soirée vers 18h pour que justement, s'il y a d'autres événements autour de la musique à Najac, on puisse ensuite renvoyer les gens vers d'autres événements. Donc pareil, il ne faut pas hésiter à nous les communiquer. Comme ça, on peut renvoyer après notre public vers d'autres événements lors de cette soirée. Dans les animations également, on a des cycles de conférences, donc que ce soit en basse saison, souvent en lien avec la thématique de l'exposition temporaire, et l'été sur des thèmes plus généraux du patrimoine. Donc là, toutes nos conférences ont réuni 201 personnes. Alors on a une petite baisse quand même de nos habitués, enfin on a toujours des dames habituées qui viennent à chacune de nos conférences. Après voilà, le 11 août par exemple on n'a eu que 7 personnes, le vendredi 29 septembre donc c'était Luc Tournemire, directeur du MUC du musée urbain Cabrol, on n'a eu que 7 personnes également. Donc c'est peut-être une formule qu'on va réfléchir un petit peu autrement pour l'année prochaine. Voilà, après ce qui fonctionne très bien c'est tout ce qu'on a autour de la cuisine traditionnelle, parce qu'on avait une exposition l'année dernière sur la cuisine médiévale. Comme elle tourne dans les communes du Pays d'Art et d'Histoire, on a proposé donc la cuisine traditionnelle par Christian-Pierre Bedel à la maison du gouverneur, et là on a eu 24 personnes. Donc voilà, selon les thématiques aussi, on ne va pas avoir le même nombre de personnes. Et le mercredi 23 août, on a accueilli donc, la conférence des mégalithes en Aveyron par Philippe Gruat, qui est directeur du service de l'archéologie de l'Aveyron, parce que c'était une conférence organisée par le Cercle des Amis de Najac, mais c'était une période où il faisait très très chaud, il fallait une salle climatisée pour pouvoir maintenir les rassemblements. Donc voilà, la salle qui était prévue à l'origine n'était pas climatisée, donc ils se sont délocalisés à la maison du gouverneur. On les a accueillis chaleureusement. Voilà, et donc autre animation, autre temps fort de notre saison, donc ce sont les Journées du patrimoine, toujours mi-septembre, là donc c'était les 16 et 17 septembre, qui réunissent donc là 427 personnes. Généralement on fait le samedi tarif réduit, le dimanche pour tous et le dimanche totalement gratuit. Et le samedi après-midi, donc on avait proposé des visites chorégraphiques donc sur les aménagements des abords par la compagnie La Lioba, donc de la danse contemporaine.
Alors ça a beaucoup plu. Ce qui en est ressorti, c'était que c'était une visite très drôle, dynamique et superbement bien menée donc par les 2 danseuses. C'était intelligent, vraiment. Et ça a beaucoup plu. Les gens nous ont dit qu'ils étaient contents de voir autre chose. Voilà, la danse contemporaine, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et là, d'avoir ça dans ce cadre en plus, qui est magnifique, et ben, ils étaient vraiment ravis. Et pour terminer la saison, donc on a proposé pendant les vacances d'octobre une enquête géante à la maison du gouverneur, type Cluedo, pour ne pas citer de marque. Et donc là, voilà, c'était vraiment un jeu d'enquête plutôt adressé aux ados adultes, mais qui a réuni 65 personnes. Pareil, donc ça avec 6 acteurs bénévoles qui ont accepté de jouer le jeu. Et vraiment, les adultes aussi sont pris au jeu vraiment, et ça a beaucoup plu, à tel point qu'ils nous ont demandé de le reproposer l'année prochaine. Donc voilà, on va le reproposer l'année prochaine sous une autre formule, mais voilà, ça a vraiment bien fonctionné. Et d'ailleurs, on remercie encore une fois les bénévoles qui ont accepté de participer à cette enquête. Pour l'été, donc, alors on devait être 3. On devait recruter une stagiaire, sauf que donc, elle était d'origine canadienne et elle n'a pas eu son visa à temps, donc on n'a pas pu la voir durant l'été, donc on s'est retrouvés qu'à 2, donc Julie et moi. Et en fait, très clairement, toute seule à l'accueil, donc à chaque fois, puisqu'en fait on se répartit à chaque fois la semaine d'ouverture. Et comme toutes les 2, on mène des ateliers, donc moi je devais venir au moment pour maintenir l'accueil ouvert quand Julie faisait son atelier, et elle venait quand moi je devais mener mon atelier. Donc, ce qui a fait que pour ne pas faire trop d'heures, on a dû fermer les 3 lundis en juillet. Et en août, voilà, on a eu beaucoup d'heures supplémentaires pour assurer vraiment l'ouverture et nos animations. Du coup, on n'a pas pu trop proposer notre visite commentée de la maison qu'on avait programmée tous les matins, puisque ça c'est une demande de la part de nos visiteurs, hein, vraiment d'avoir des visites commentées de la maison. Mais là, toute seule, on ne pouvait pas faire à la fois visite, ouverture, enfin c'est impossible. Donc j'ai pu en faire que 3 en août, quand on a recruté donc, une employée qui travaillait déjà à la mairie en tant que saison, qui est venue épauler quelques après-midi. Donc à ce moment-là, j'ai proposé des visites commentées, mais comme on n'avait pas suffisamment communiqué dessus, j'ai pas eu beaucoup de monde. Par contre, ce qui fonctionne très bien depuis 3 ans maintenant, c'est la visite du village de Najac et de la maison du gouverneur couplée, donc là menée par un guide de l'Office du tourisme, qui a lieu généralement les mercredis matins. Et donc ça fonctionne vraiment bien. À chaque fois, les gens sont ravis. À chaque fois, leur visite est pleine, hein, puisqu'elle est sur réservation. Et ils viennent nous redire dans la journée que la visite était vraiment très bien d'avoir couplé, parce que voilà, ils font qu'une partie du village jusqu'à la maison, et ensuite ils visitent la maison. Donc ça marche très très bien, et c'est mené par un guide de l'Office du tourisme. Cet été, on a proposé également une seconde exposition temporaire, donc la itinérante, intitulée Najac hier et aujourd'hui. Donc qui était une expo photo en fait réalisée par Gwenaël Hubert. Donc il vit à Paris, il a aussi une maison à Najac, il est passionné par la photo, et il a repris des cartes postales du début du siècle de Najac. Il a repris les photographies, les mêmes points de vue, enfin exactement les mêmes points de vue, avec un important travail d'ordinateur pour à chaque fois recaler les mêmes endroits. Et cette exposition, après on l'a présentée dans différents lieux de Najac, des lieux des commerçants, la forteresse, l'église, l'office du tourisme, la boulangerie, voilà, enfin différents lieux, avec à chaque fois les panneaux qui correspondaient à peu près aux endroits. Ça a beaucoup plu également, que ce soit à la fois pour les Najacois, mais aussi pour les visiteurs qui ne connaissent pas Najac, et d'avoir cette comparaison avant-après, c'est toujours quelque chose qui plaît beaucoup. On l'avait proposé que pour l'été, on l'a prolongé jusqu'au 17 septembre, donc jusqu'aux Journées du patrimoine. Et le 21 juillet, on a fait donc, sous forme de conférence vernissage l'inauguration de cette exposition, donc, qui a réuni 85 personnes. Donc d'abord en première partie à la maison du gouverneur, et ensuite avec un pot à la forteresse. Et nous, on a comptabilisé à peu près 202 personnes qui sont venues voir uniquement l'expo à la maison du gouverneur, mais très honnêtement, je pense qu'il y en avait beaucoup plus. C'est juste que voilà, comme ça, l'espace gratuit, on n'arrive pas forcément à comptabiliser les gens qui rentrent simplement dans la maison sans payer. Mais c'est pourquoi je pense mettre une sonde, un peu comme ce qu'ils ont à l'Office du tourisme, à l'entrée de la maison. Voilà pour l'été. Et l'été, on propose également donc, des ateliers en famille. Donc là, on en a 3. Un qui est autour de l'art contemporain, donc une approche sensorielle de l'aménagement artistique de Didier Traîné.
Najac autrefois, donc on faisait des cartes pop-up de Najac, et apprenti archéologue. Donc là, c'est une approche de l'archéologie du bâti autour de la maison du gouverneur. Vraiment, on s'attaque qu'aux parties les plus anciennes. Et après, il y a des petits postes sur l'archéologie, des petits jeux pour découvrir ce métier. Alors pourquoi l'archéologie? C'est simplement parce que c'était mon métier avant, donc c'est quelque chose que je maîtrisais assez bien et que j'aime partager avec les visiteurs. Et puis la maison s'y prête bien également. Donc là, c'était des ateliers en famille, c'est-à-dire que vraiment, famille et enfants participent à l'atelier. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que les gens souhaitent refaire ça avec leurs enfants, se connecter pendant les vacances, rester ensemble et loin justement des écrans, des smartphones, des QR codes. Et donc voilà, c'est quelque chose qui a bien fonctionné et à chaque fois, on a eu des commentaires très très positifs, des retours très bons sur nos ateliers. J'en ai mis un exemple là qui est de Google, voilà, où la famille était vraiment ravie. Elle a fait d'ailleurs tous les ateliers qu'on a proposés nous et nos collègues du Pays d'Art et d'Histoire. Voilà, pour continuer dans les points positifs, donc voilà, des commentaires tirés de notre carnet, de notre livre d'or de la maison. Donc voilà, ce qui en ressort à chaque fois, c'est que les gens sont époustouflés des travaux qui ont été faits de rénovation pour cette maison. Ils apprécient vraiment l'exposition permanente, le parcours pédagogique, les différents niveaux. En fait, on s'adresse à différents publics, donc chacun s'y retrouve. On a aussi fait beaucoup d'efforts pour traduire, donc l'exposition permanente est déjà traduite en anglais, mais nous aussi on a fait vraiment un effort pour traduire l'exposition temporaire, les documents de visite en anglais, donc ça aussi les visiteurs étrangers ont beaucoup apprécié qu'on ait vraiment fait des efforts sur la traduction. Voilà, donc vraiment beaucoup de retours très positifs, et aussi de la part des gens qui reviennent chaque année découvrir de nouvelles choses. À chaque fois, ils sont ravis. Après, donc pour la communication et les réseaux sociaux, donc la communication, c'est pas quelque chose qui est évident, qui est très chronophage, mais très important pour pouvoir avoir des gens qui viennent vous voir, participer à vos animations. Donc voilà, on a essayé d'être assez régulière sur les articles de presse, mais on n'est pas toujours arrivé donc à faire un article de presse avant l'événement et puis d'en faire un après l'événement, parce que ça aussi on a remarqué que sur les réseaux sociaux ça plaisait beaucoup de laisser une trace de ce qui s'est passé, puis que les gens puissent commenter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait. Enfin, donc arriver à être régulier là-dessus, on va essayer d'améliorer ça pour l'année prochaine. On a quand même manqué de temps, comme on n'était que deux, pour réactualiser aussi la banque d'images, donc faire des photos, que les gens acceptent d'être pris en photo, pour renouveler une banque d'images pour la com justement. Et puis donc les réseaux sociaux, c'est un élément indispensable aujourd'hui pour être visible, pour se faire connaître. Donc on a beaucoup développé Instagram, qui est vraiment le profil de la maison du gouverneur, c'est vraiment aussi la vitrine du Pays d'Art et d'Histoire. On ne communique pas que sur la maison, mais on communique également sur ce qui se passe dans les autres communes du Pays d'Art et d'Histoire, sur le patrimoine du Pays d'Art et d'Histoire. Mais par contre, on a manqué beaucoup de temps pour Facebook et LinkedIn, donc là un réseau qui est plus professionnel, qu'on va aussi essayer d'améliorer l'année prochaine. On a réalisé aussi une page Facebook du Pays d'Art et d'Histoire, pour permettre aussi au Pays d'Art et d'Histoire d'être un peu plus visible sur les réseaux sociaux. Et par contre, on a eu une grosse augmentation de nos followers sur Instagram, principalement, parce que voilà, on a fait beaucoup de petites vidéos très amusantes et qui plaisent beaucoup. Donc là, la dernière, elle a été vue 280 000 fois. Voilà, parfois ça fonctionne, on n'a pas trop compris, mais ça a plu en tout cas. Voilà. Alors pour terminer, je me dépêche, on m'a dit 20 minutes, donc je me dépêche. Donc un bilan très positif de l'année 2023, assez comparable à l'année 2022. Et, on a donc augmenté nos recettes et le nombre de visiteurs sur nos animations. On a toujours de bons retours positifs de la part des visiteurs qui entrent pour la première fois à la maison du gouverneur et de la part de ceux qui reviennent, soit avec leurs amis, soit avec leur famille. Voilà, ils sont à chaque fois ravis de cette maison. On a vu maintenant aussi beaucoup de locaux qui ont pris l'habitude en fait ils ont notre programmation, quand ils arrivent pendant leurs vacances, ils viennent tout de suite nous dire nous on vient voir ce que vous faites parce qu'on sait que vous allez proposer pendant les vacances des ateliers, des animations. Donc ça devient petit à petit, on commence à prendre de la place dans le paysage najacois et les gens commencent à s'habituer à ce qu'on soit là et qu'on propose des choses durant les vacances.
Voilà, ils ont apprécié donc le parcours sensoriel, ce que je vous disais, avec pour dédier à tous les niveaux. Voilà, donc pour 2024, rapidement, je veux juste vous présenter un petit peu ce qu'on est en train de réfléchir, préparer pour 2024. Donc on rouvrira au 1er avril. On proposera une exposition temporaire La vie médiévale, un jeu d'enfant. Bon, le titre n'est peut-être pas encore terminé, enfin on ne sait pas trop. Là, cette fois-ci sur 2 ans, puisque là pour l'instant on fait à chaque fois une exposition temporaire chaque année, mais ça demande beaucoup de travail, de préparation, de recherche documentaire, de synthèse, de rédaction, de mise en page. Donc, et puis on n'arrive pas après à l'exploiter avec les scolaires à temps, donc on va la garder 2 ans, comme ça on aura vraiment le temps de l'exploiter, et puis de travailler sur l'exposition suivante. Et cette fois-ci, on aimerait en faire une expo, donc ce sera vraiment la thématique du pays d'art et d'histoire, donc le bourg castral de Najac, les Bastides et les Sauvetés, et de version vraiment de façon très ludique et très immersive, donc pour les familles. En 2024, ça fera également 5 ans que la Maison du Gouverneur a ouvert, donc ça se fête. On fêtera donc un peu le mois d'avril, ce sera un peu l'anniversaire de la Maison du Gouverneur. On fera des petits jeux, des petits défis, voilà, pour célébrer ces 5 ans. Les vendredis 10 et samedi 11 mai, donc on va reproposer donc, le spectacle théâtral qu'on a proposé à la Nuit des Musées. Donc avec une nouvelle formule, on remonte le temps, on était au XVIIIe siècle en 2023, là on sera au XIIIe siècle pour cette année. Voilà, avec des surprises, je ne vais pas tout dévoiler maintenant tout de suite, mais en tout cas notez bien, donc le vendredi 10 et samedi 11 mai dans vos agendas, le spectacle. Les autres événements nationaux, donc la Nuit des Musées le samedi 10 mai, les rendez-vous au jardin les 2 au 3 juin, la fête de la musique le 21 juin et les journées européennes du patrimoine qui seront les 20 et 21 septembre. Il faut qu'il y ait un petit on proposera également des ateliers artistiques pour le jeune public et des ateliers familiales pour les petites et grandes vacances. On aimerait tenter aussi des visites en occitan de la Maison du Gouverneur, notamment en lien avec l'université d'été de la Guépie, et des initiations, des découvertes avec des artistes et des artisans. Voilà, on va tenter un petit peu de nouvelles choses. On va développer nos outils de communication, on va essayer de les améliorer surtout, de créer de nouveaux partenariats, développer la boutique avec des nouveaux artisans et le parcours jeune public qu'on va améliorer. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Camille. Bravo pour toute cette multitude d'activités. Je précise que vous faites vivre cette maison uniquement à 2, c'est formidable. Bon, j'entends bien et j'ai bien compris que le manque de temps souligné, et dont on parle souvent, est aussi un appel à l'accroissement des effectifs, mais bon, je tiens à dire quand même que dans les chiffres présentés, qui sont très positifs, ce sont les chiffres de l'activité. C'est pas le bilan de fonctionnement auquel il faudrait ajouter les frais de fonctionnement, les salaires, etc., bien entendu. Et bon, nous assumons de porter un déficit important sur ce bâtiment, mais c'est un lieu essentiel et bravo parce que vous avez su faire vivre la Maison du Gouverneur et pas seulement un lieu de visite, mais aussi, et bravo, un lieu vivant où les gens peuvent participer, sont intéressés, quel que soit leurs âges, tu l'as bien souligné, et vraiment bravo. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques. Oui, vous aviez mis en place des billets couplés, forteresse, Maison du Gouverneur, et avec d'autres sites. Est-ce que ça a eu des retombées visibles? Alors, c'est le pass multisite. Alors ça, c'est un pass qui a été qui est proposé par l'Office du tourisme. Et en fait, le principe, c'est que les principaux sites du territoire d'Ouest-Aveyron amènent du public dans les autres plus petits sites. Donc là, en l'occurrence, la forteresse de Najac, la chartreuse de Villefranche et les grottes de Foissac. Et donc ça amène une réduction, quand on vient avec le billet de la forteresse, on a une réduction à la Maison du Gouverneur. Voilà. Cette année, en fait, on a ressenti quand même un côté un peu négatif de ce pass, parce que les gens pensent, il s'appelle pass, donc les gens pensaient avoir gratuit la Maison du Gouverneur. Donc arrivé à l'entrée de la Maison du Gouverneur, on leur dit non, c'est pas gratuit, c'est une réduction. Ils me demandent même pas le tarif la réduit, ils s'en vont un peu mécontents en disant que c'est pas gratuit, voilà. Alors qu'ils ont bien eu l'information, ils ont un papier qui leur dit bien que c'est une réduction, les guides leur disent bien que c'est une réduction,
Mais bon, voilà, les visiteurs, ils entendent un peu ce qu'ils ont envie d'entendre, et malheureusement, voilà. Et donc, du coup, ça a créé des quiproquos, et nous, on a eu une baisse, donc on l'avait mis en place l'année dernière, en 2022, et par rapport à 2023, on a une baisse de 15%, en fait. Donc, ça joue aussi peut-être sur ma baisse sur les tarifs, les entrées payantes. Voilà, des gens vraiment qui ne visitent pas la maison parce qu'ils sont déçus. Voilà, donc ça, on en a parlé en réunion donc, avec la directrice de l'Office du tourisme et avec les différents partenaires. Et donc, ils vont modifier le titre déjà, ils ne vont plus l'appeler Pass. C'est vrai que Pass, on pense acheter un billet, puis en fait avoir des réductions ailleurs, quoi, donc, ou une gratuité ailleurs. Donc, ils vont changer le titre, ils vont améliorer un peu la com là-dessus. Et donc, pour l'instant, on a dit qu'on tenterait encore une année, de voir si ces modifications améliorent la compréhension de ce billet ou pas. Voilà. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est qu'une présentation, ça donne, on a l'habitude de voter ici, mais ça ne donne pas lieu à un vote. Merci. Je tiens à associer à ces remerciements Alain Andrieux, le premier adjoint et chargé de la culture, qui participe aussi activement à la programmation, qui aurait dû être là, mais qui a dû se faire une entorse justement en venant à cette réunion tout à l'heure. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Et puisqu'on n'a pas à voter, je vous propose qu'on vous applaudisse pour le travail réalisé. Très bien. Merci Camille, on peut te libérer si tu le souhaites. Voilà, le prochain point, peut-être moins captivant, c'est celui du budget communal, la revalorisation des crédits au chapitre 011. Et je laisse Suzanne le présenter. Oui, mais c'est pas... Tu sais bien que cette ligne n'a pas été retenue. Ah, c'est vrai. Non, on y va si vous voulez. Non, oui, en fait, on ne va pas vous le présenter, excusez-moi, on ne va pas vous le présenter parce que quand nous avons établi l'ordre du jour du Conseil, Marion, qui s'occupe des finances, était un peu inquiète puisque ce n'est pas dans ses habitudes dans le budget. En principe, les prévisions sont difficiles, mais sont quand même tiennent la route en principe. Et sur son logiciel, il lui manquait quelques 90 000 euros pour arriver à payer les factures qu'on aura à honorer d'ici la fin de l'année, donc sur l'année 2023. Et finalement, c'était une erreur au niveau du logiciel. On a pu le rectifier avant de vous envoyer l'ordre du jour. Et tout va bien, donc on ne va pas épiloguer ni avoir à délibérer sur ce point, c'est très bien. Donc toujours Suzanne, le prochain point, c'est le budget annexe du VVF, revalorisation des crédits, emprunts et loyers. Oui, donc voilà. Cela concerne le budget annexe du VVF. Donc la trésorerie principale nous demande de régulariser des écritures comptables. Et donc nous devons procéder à une régularisation au niveau des emprunts. Donc cette décision modificative concerne les deux sections, celle de fonctionnement, en révisant les crédits disponibles pour régler les intérêts de la dette qui s'élèvent à 9 000 euros et un remboursement d'emprunt pour 34 000 euros. Donc soit un montant du loyer de 43 000 euros. Donc ces 43 000 euros représentent un trimestre, parce qu'il y avait une régularisation à faire par rapport à ce trimestre et par rapport quand on avait déplacé les loyers à cause du Covid. Donc c'était des écritures qui n'avaient pas été faites et qu'il faut régulariser maintenant. Et donc c'est la même chose en recettes et en dépenses dans le budget de fonctionnement, donc pour le mettre à l'équilibre. Et ensuite, il y avait aussi pareil au budget investissement. Donc là, c'est uniquement le capital de la dette, donc 34 000 euros en recettes et en dépenses, donc pour équilibrer le budget.
Donc, je vous demande si d'approuver cette décision modificative, qui ne change rien au budget, c'est simplement des problèmes d'écriture par rapport à ce retard qui avait été pris par rapport aux emprunts et aux annuités qui avaient été déplacées. Il faut régulariser. Voilà. Et il faut en délibérer pour le faire. Il faut donner notre accord pour modifier les écritures. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne l'abrogation d'une délibération. Donc je te laisse présenter. Donc le conseil municipal a délibéré le 4 juillet 2020 en donnant les compétences à Monsieur le maire pour toute la durée du mandat. En ce qui concerne la la passation, l'exécution et le règlement des marchés, des accords cadres, ainsi que toutes les décisions concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Donc la délibération qu'on avait prise le 28 juin 2023 pour pouvoir lancer les travaux au VVF était inutile. Et donc on vous demande, donc elle n'a pas lieu d'exister, et donc on vous demande d'abroger cette délibération et d'autoriser donc Monsieur le maire à signer tous les actes afférents à la présente délibération. C'est un peu compliqué, mais c'est annuler une délibération qu'on a prise, qu'on n'aurait pas dû prendre, puisqu'on avait en amont pris une délibération qui donnait l'autorisation à Monsieur le maire de signer et de lancer l'appel d'offres pour le VVF. C'est ça? Oui, tout à fait. En fait, j'allais dire on le savait, mais on pensait que c'était bien d'avoir l'avis et le vote du conseil municipal sur des engagements de sommes qui sont quand même importants. Donc on a délibéré, on a discuté, et maintenant la trésorerie nous demande d'enlever de retirer cette délibération. C'est pour ça qu'on va vous demander de voter, parce qu'ils considèrent qu'elle est illégale, dans la mesure où, lorsque nous avons mis le conseil municipal en place le 4 juillet 2020, nous avons donné les pouvoirs au maire de le faire directement. Voilà. Donc, on ne voyait aucun souci de pouvoir en discuter et délibérer là-dessus, mais il faut qu'on retire cette délibération. On verra que c'est quelque chose honnêtement qu'on découvre. Entre notre logique, j'allais dire, d'humain et les règles administratives, il y a un grand fossé souvent. Et donc, voilà, il faut qu'on procède ainsi. Oui, puisqu'on avait conforté encore en plus, mais finalement... on ne peut pas le faire. On n'a pas le droit de le faire. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, qui est pour retirer cette délibération? Je vous remercie. Le prochain point concerne les créances à non-valeur. C'est Natacha qui nous en parle. Alors, il s'agit dans cette délibération d'admettre des créances en non-valeur sur les budgets communes et assainissement. Donc le service de gestion comptable nous a communiqué les états de présentation en non-valeur de créances irrécouvrables, à savoir la liste 64 des recettes 44 56 11 pour le budget assainissement pour un montant total de 1 144 € et 23 centimes, et la liste 65 20 70 06 11 pour le budget communal pour un montant de 8 906 € et 36 centimes. Nous estimons que sur certaines créances, la plupart de ces créances sont recouvrables, et nous souhaiterions, je souhaiterais soumettre à la délibération le fait que nous admettions en fait en non-valeur certaines créances irrécouvrables sur le budget assainissement pour un total de 662 € et 26 centimes, mandaté au compte C6541,
et sur le budget communal 2023 pour 84 € à mandater au compte C6541 également. Donc ce sont des créances qui sont irrécouvrables sur des personnes décédées. Donc forcément la procédure est beaucoup plus complexe. Pour les autres créances, nous estimons que nous pouvons les recouvrer et continuer à faire le travail que nous avons entamé dans ce sens. Voilà. Effectivement, quand les personnes sont, j'allais dire, en vie, en activité, on fait tout et on y arrive pour recouvrer les sommes dues. Mais là, il s'agit effectivement de personnes décédées sur lesquelles on n'a aucun autre levier. Alors les montants peuvent paraître assez importants, notamment sur le budget communal, mais c'est normal parce que chaque année, il y a des créances sur la cantine, les loyers. Voilà, donc c'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc c'est normal que les montants semblent importants, mais on peut aussi on arrive à les résorber petit à petit en fait. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, qui est pour cette proposition? Je vous remercie. Le prochain point concerne les modalités de mise en place du compte personnel de formation pour les agents en 2024. Et c'est Laurence qui nous le présente. Oui, donc effectivement, ça concerne le compte personnel de formation pour l'année 2024, puisqu'on avait délibéré précédemment en 2022 pour l'année 2023. Et donc là, il s'agit de délibérer sur ce CPF pour l'année 2024. Donc ce qu'on propose, c'est de continuer à prendre en charge les frais pédagogiques à hauteur de 1 000 € par an et par agent, dans la limite de 3 000 € en tout pour la collectivité par an. Donc au maximum 3 agents du coup qui peuvent bénéficier, si chacun atteint le plafond de 1 000 €, en tout cas ça ferait 3 agents. Si c'est moins, ça peut en faire plus, mais en tout cas 3 000 € en tout pour la collectivité, c'est le plafond qu'on avait fixé précédemment. Par contre, on augmente le plafond par agent, puisque finalement il n'y a pas tant de demandes que ça, et donc tant qu'on reste sur le même plafond pour la collectivité, ça ne change pas grand-chose. Ça permet aux agents surtout de pouvoir bénéficier de formations qui finalement ne sont pas toujours données, quoi. Donc de prendre en charge les frais pédagogiques à hauteur donc, de 1 000 € par an par agent. Par contre, de ne pas prendre en charge les frais annexes, les frais de déplacement liés à la formation. Et puis, toujours, mais ça c'est une obligation aussi, d'examiner les demandes selon des critères de priorité qui sont fixés donc, par décret. Les priorités, c'est les formations dans le cadre d'une prévention d'un risque d'inaptitude physique confirmée par le médecin de prévention. C'est les formations à la validation des acquis de l'expérience, les VAE, et c'est les formations de préparation au concours et examen. Voilà. Donc je propose de valider ces modalités de prise en charge des formations dans le cadre du CPF par la collectivité. L'année dernière, nous avions voté pour le même montant de 3 000 € et je crois que ça n'a pas été... voilà, il n'y a pas eu de demande, donc on n'a pas puisé dans ce budget. Il y a eu une demande là, qui est en cours, là. Et il y en aura sûrement 2 l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais. On confirme. D'accord, donc s'il n'y a pas de questions, qui est pour cette proposition? Je vous remercie. Toujours Laurence, tu nous parles des créations d'emplois permanents, en fait, des renouvellements. Alors oui, c'est ça, c'est des renouvellements d'emplois permanents pour 3 contractuels qui arrivent à échéance en cette fin d'année. Donc les 3 postes concernent donc un poste d'agent d'entretien des locaux, donc catégorie C, à temps non complet de 20 heures hebdomadaires, donc catégorie C, indice brut 367, pour une durée de 2 ans et 9 mois, sachant qu'au bout de la période maximale de 6 ans de CDD, le contrat de l'agent sera expressément reconduit en CDI.
En fait, les 3 cas, ça va être le même cas de figure. Et là, on peut peut-être signaler justement, tu parlais tout à l'heure à propos de la délibération qu'on a été obligé d'abroger parce qu'il y avait eu une délibération précédente qui finalement, d'après le droit administratif, entrait en contradiction avec celle qu'on avait prise ensuite. Là, on s'est retrouvé un peu face à un cas de figure aussi où finalement le droit administratif va à l'encontre de la logique qu'on voulait, c'est-à-dire que on voudrait limiter la précarité des agents, et là il s'agit bien d'emploi permanent puisqu'il y a un agent qui est chargé de l'entretien, et ça on en a besoin de toute façon, un autre agent donc ça concerne le poste d'agent d'accueil de la bibliothèque et de responsable d'accueil et de médiation à la maison du gouverneur. Simplement pour les passer en CDI, on ne peut pas le faire immédiatement, il faut repasser par un CDD. Donc il va y avoir un premier CDD donc pour l'agent d'entretien de 2 ans et 9 mois. Pour le deuxième poste, c'est donc l'emploi permanent d'agent d'accueil et d'animation à la bibliothèque dans le grade d'adjoint du patrimoine, catégorie C pour 14 heures hebdomadaires, à l'indice brut 368, et pour 2 ans et 9 mois. Et enfin, le poste d'agent responsable d'accueil et de médiation à la maison du gouverneur, dans le grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine, donc catégorie B, à 28 heures hebdomadaires, là qu'on peut reconduire pour une durée de 3 ans à l'échelon 5, indice brut 415. Voilà, donc il s'agit de voter pour qu'on puisse signer ces contrats qui doivent être renouvelés au 1er janvier 2024. Les échéances de 2 ans et 9 mois ou 3 ans nous amènent au terme des 6 ans, voilà. Au terme duquel on peut enfin les embaucher en CDI. Alors, pour les 2 qui sont à 2 ans et 9 mois, pour la 3e, il y a eu un changement d'échelon, de grade, et du coup, qui fait que on repart, le compteur redémarre au moment du changement de grade. D'accord. Voilà. De catégorie, même. Catégorie. D'accord. Donc, il y a des questions. Donc, je mets au vote cette proposition qui est pour. Je vous remercie. Laurence, tu nous présentes la même chose pour les non-permanents. Donc 2 emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Donc il s'agit d'un emploi d'agent contractuel adjoint technique pour l'entretien des parties communes des immeubles et de logements locatifs. Donc là on est sur un contrat de 4 heures. Pareil, à renouveler donc du 1er janvier au 31 décembre 2024, donc pour 12 mois, indice brut 367. Et le deuxième, c'est un poste d'adjoint technique, agent d'accueil et de médiation à la maison du gouverneur, 28 heures hebdomadaires, pour 12 mois également, du 1er janvier au 31 décembre, l'indice brut 367. Voilà. C'est des renouvellements, j'en connais. Qui est pour? Je vous remercie. On va parler de la nomination d'un placier suppléant, c'est un renouvellement aussi. Fabrice, s'il te plaît. Alors nous avons voté il y a 2 conseils de cela, le poste de placier titulaire à l'année, donc de placier régisseur. Donc ce n'est pas moi. Pardon. Là, là il s'agit de voter, de renouveler le poste de placier suppléant. Donc c'est un poste qui sera du 1er janvier au 31 décembre, donc ça sera toujours pas moi, qui permet de remplacer donc occasionnellement le placier titulaire en fait, donc en cas d'absence, de maladie ou autre, et en cas de besoin, donc en cas de besoin sur le marché, genre en été, bien souvent les 2 placiers, surtout lors de l'arrivée en début juillet des nouveaux stands, enfin des stands de l'été, le marché il triple, du coup il y a souvent besoin d'être 2 placiers sur place, entre autres les 2 premiers marchés de juillet.
Donc voilà, c'est un renouvellement de poste. Ce poste-là existe là, c'est un emploi de vacataire suppléant. Et la rémunération se fera donc tous les trimestres au prorata donc des heures effectuées. Voilà. Donc je vous demande de voter ce renouvellement de poste. Donc, qui est pour? Je vous remercie et j'en profite pour dire que lors d'un précédent conseil, vous nous avez donné l'autorisation de procéder à l'embauche du placier titulaire et j'ai l'honneur de vous dire que nous avons trouvé une personne et ce sera une dame qui va officier donc en règle générale tous les samedis, tous les dimanches, pardon, sauf en cas de remplacement, bien sûr. Mais voilà, le contrat est signé. Ça fait 2 dimanches, là, il y a un tuilage qui a été fait avec Sylvain. Et du coup, elle sera, dès le premier dimanche de janvier, qui tombe, je crois, ça sera le 7. Le 7 janvier, ce sera son premier marché, donc en tant que placière, du coup, titulaire. D'accord, merci. Le prochain point, sur le prochain point, en fait, nous n'avons pas besoin de délibérer, parce que j'en parlais tout à l'heure, lorsque nous avons mis le conseil municipal en place le 4 juillet 2020, le conseil a voté les pouvoirs du maire. Il y avait une liste d'une trentaine de décisions que pouvait ne prendre ou pas le maire. Et il a été décidé à ce moment-là de me donner le pouvoir sur la question du louage de choses, donc la possibilité de passer des baux. Et donc une décision du maire suffit et il n'y a pas besoin de délibérer. Je trouve cependant normal, bon déjà je dois en informer le conseil, et je trouve que c'est normal de le présenter et d'en informer. Alors là, ça concerne le renouvellement du bail pour l'occupation du site de Mergieux. Nous avions signé l'année dernière avec Bienvenue à Transition un bail commercial dérogatoire sur 1 an uniquement, même si nous les connaissions puisqu'ils avaient fait une année de préfiguration l'année précédente. Nous voulions voir ce que ça donnait cette année et devant la satisfaction qui est la nôtre, nous souhaitons renouveler ce bail alors pour les 2 années à venir, puisque un bail commercial dérogatoire ne peut courir que pendant 3 ans, donc jusqu'à la fin 2025. Les conditions sont dans l'ensemble les mêmes que le bail précédent, avec 2 modifications. D'une part, l'extension du périmètre. On va leur confier le rez-de-chaussée de la parcelle J301, le numéro vous dit rien, mais si je vous dis que c'est l'ancien restaurant qui était à Mergieux, de l'autre côté de la route, en face le centre de Mergieux, vous allez savoir de quoi il s'agit. Et également, nous allons étendre le périmètre lorsque la société Sonambule aura quitté Mergieux pour aller dans leur nouvel espace à côté de la Vaisserie. Nous allons confier cet espace de camping donc, et le mettre l'inclure dans le périmètre du bail pour Bienvenue en Transition. La deuxième modification, c'est l'augmentation du loyer qui du coup passe de 8 000 à 9 000 euros par an. Voilà. Les projets portés par Bienvenue en Transition, bon, on les a vus cette année sur des éléments à la fois formation, éléments d'accueil de touristes pendant les mois de juillet et août qui vont élargir de façon importante cette année.
l'occupation aussi par l'association SM qui fait également des formations nous sont de nature à assurer le développement du site sur une bonne partie de l'année et donc avec un maximum d'activités. Par contre, nous allons mettre à profit ces 2 années, puis c'est une nécessité pour nous de mettre à profit ces 2 années pour travailler sur la suite. Au terme de 2025, il faut qu'on réfléchisse à quelle activité sur le site. Bon, on part en principe sur la même, bien entendu, mais réfléchir sur quels investissements, quel phasage de ces investissements, quel type de portage ou type de bail, quelle durée et bon, comme je l'ai dit, avec quels opérateurs aussi. Voilà, alors pour ça on se fait entourer, nous avons une série de réflexions et de réunions avec à la fois la communauté de communes et le département avec Aveyron Ingénierie, mais je pense que nous allons revenir auprès du Conseil pour sûrement demander un accompagnement supplémentaire, puisqu'il faudra, bon, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais il faudra vraiment avoir un accompagnement important sur l'avenir de ce site. Voilà, donc pour l'instant, on part sur un bail, de 2 ans dans les conditions que je viens de citer. Comment ça se passe? Pardon, parce que le Mergeux, bon, il y a la partie bâtie en dur, en pierre, et après il y avait la partie mobilon, enfin ce qui avait été fait en béton là, avec l'architecte. Cette partie, est-ce que c'est prévu d'être rasé ou est-ce que c'est prévu d'être entretenu? Comment ça se passait? Ah non, il n'est pas question de le raser, il est question justement de l'entretenir, de la revaloriser. Alors, peut-être pas dans les 2 ans et surtout pas la totalité, pas dans les 2 ans à venir, hein, puisque il n'y a pas les moyens financiers. Puis le bail commercial dérogatoire impose que les gros travaux soient réalisés par le propriétaire et nous n'avons pas en projection de faire dans les 2 ans à venir de lourds investissements qui seraient nécessaires sur Mergeux. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à l'avenir et effectivement quel portage, quels investissements, quel phasage. Voilà, pour l'instant on n'en est pas... Moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que ces mobilons en béton là, ils ont... Ce ne sont pas des mobilons, mais c'est des structures en béton. Oui, je ne sais pas comment vous appelez ça, je ne sais pas comment il faut appeler. En béton entier, quoi. Hein. Oui, voilà, mais bon, le problème, c'est qu'en période humide, l'hiver, là, ce sont des jarres de terrasse, il n'y a pas de toiture, qui ont été faites de façon étanche, peut-être à leur construction, mais le problème, c'est que dans le temps, il commence à y avoir quelques fuites, je pense, et l'eau pénètre dans ces bâtiments. Et je trouve que ça se dégrade un petit peu et c'est peut-être dommage. Si on doit les refaire servir, est-ce qu'il ne faudrait pas les protéger aujourd'hui, de trouver une solution? Et c'est effectivement à l'ordre du jour pour les toits terrasses de faire un minimum de protection pour que l'infiltration, là où il y en a, ne perdure pas. Quoi, ouais, oui. Aujourd'hui, c'est parfait, c'est ce qu'il y a d'embêtant. Et après, c'est vrai que s'ils payent un loyer de 8, ils passent à 9 000, ça fait 1 000 € de plus. Moi, il me semble que par rapport aux investissements qu'on préfère à Mergeux, enfin, on est en train de prendre du retard, à mon avis. C'est dommage qu'on ne puisse pas partir sur un projet et voir qu'est-ce qu'on va faire de Mergeux. Est-ce que ça reste à la commune, donc ce sera à nous à payer les investissements, donc il faudrait bien qu'il y ait un retour financier derrière, ou bien on le donne à une autre structure, comme on a fait à la GAC, ou comme il y avait des porteurs de projet, ou trouver un porteur de projet qui puisse prendre un Mergeux clé en main et dire voilà, ben Mergeux, on te le donne, tu l'arranges comme tu veux, et après il suffit que ça ne se dégrade pas. Et aujourd'hui, je trouve qu'on part pas dans ce sens, enfin on retarde, et le problème c'est que l'outil de travail, ça se dégrade, à mon avis. Et c'est un peu dommage. On a fait le choix
de faire une période d'essai, et pour moi elle est toujours en cours, pour voir comment on pourrait aller vers une activité toute l'année sur le site, une activité régulière, et puis qui sera aussi en phase avec nos valeurs. Je rappelle qu'on a fait, il y a eu 2 groupes de travail portés dans la DEFPAT qui ont débouché sur un appel à manifestation d'intérêt avec comment dirais-je, avec des clauses bien précises, notamment avoir une activité à l'année, avoir une activité qui tienne compte et qui travaille sur la transition énergétique. On a écarté un opérateur qui voulait faire du tout tourisme là pendant quelques mois uniquement, et on continue donc dans cette idée, dans cette projection. Alors effectivement, comme je l'ai dit, pendant les 2 ans à venir, on va travailler sur quel intervenant, quel contrat, et sur le phasage des travaux. Mais je rappelle que, comme tu le sais, puisque vous avez eu les conclusions de l'étude, on a eu une étude des architectes encore heureux qui nous ont, en gros, qui nous ont fait une étude pour schématiser en disant si on veut tout rénover, il faut 5 millions d'euros. Donc même si on commence petitement aujourd'hui, on ne va pas pouvoir porter au niveau de la commune, puisque nous avons plein d'autres projets, on ne va pas pouvoir porter des milliers d'euros sur un investissement à Mergeux, alors qu'on n'est pas prêt aussi pour savoir comment on va le mener, qui va le porter et sur quelle durée. Ça va se faire. Je trouve que tous les projets, il y a beaucoup de projets qui sont menés, ça prend du temps, ça ne me semble pas être excessivement long. Enfin, il faut de la patience aussi sur ce type de projet. Après, c'est bien aussi de voir ce qui est fait. On avait dit dans les critères qu'il fallait qu'il y ait aussi des activités à l'année. Donc là, on est parti avec ces porteurs de projets. Il faut mener l'expérimentation jusqu'au bout. Déjà, là, on a quand même des structures qui se consolident, où il y a des emplois qui ont été créés, il y a des dizaines de jeunes qui sont passés par des formations, il y a des activités qui s'y passent. Il faut laisser le temps au temps et on avance. Non, je voulais juste te dire que ce qui est intéressant, c'est qu'ils développent aussi toute la partie touristique. En début de saison, ils se sont pris un peu au dernier moment. Ils ont réussi à remplir les gîtes tout l'été. Alors que ils ne sont pas forcément du métier au départ. Et puis ils ont réussi à développer cette valeur économique. Et qui vont pouvoir, là, avec le départ des bulles, justement, pouvoir un peu élargir des offres sur Mergeux avec l'espace camping. Je pense qu'il faut aussi laisser le temps à eux de s'implanter. C'est vrai qu'ils ne sont pas arrivés avec clé en main, avec les investissements qu'il fallait pour tout refaire, mais en tout cas, ils font la démarche de développer leur activité, quoi, et de s'élargir au tourisme en plus des activités de formation qui justement, ils ne font pas de formation l'été, donc ça leur permet aussi de faire un accueil touristique qui complète bien leur activité, quoi. Pardon. Après, non, mais c'est juste que c'est vrai que c'est le bâti, enfin on parle de bâti. C'est vrai que si on ne fait rien, dans 10 ans, on se retrouve avec un truc qui ne vaut plus rien. Oui. Donc, dans tous les cas, même cette association ou les 2 ou 3 associations qui cohabitent n'auront jamais les 5 millions dans tous les cas pour y mettre, pour le rénover. Et pour même rénover quelle que soit quelques parties, vu qu'ils ne sont pas chez eux. Donc il va falloir vite qu'on trouve quelque chose, parce que là on va louer quelque chose au bout d'un moment qui est plus aux normes. Mais on veut faire, vous l'avez compris. Je rappellerai que l'ancienne municipalité n'a rien fait pendant 8 ans. Nous, c'est vrai que c'est nous qui avons pris la décision de vouloir reprendre Mergeux. Et aujourd'hui, on va se retrouver dans quelques années au pied du mur. C'est qu'est-ce qu'on fait?
On a des bâtis qui Après, vont prendre de l'âge, qui vont avoir... et ça va coûter 2 fois plus cher au final. Après, il y a une réflexion par étape, mais après, il faut juste dire, ok, les architectes, ils ont donné 5 millions, mais c'est un peu un chiffre, si on remet tout si tu dans refais tout, l'ensemble, tu- on tu- remet tout Bien à sûr. neuf, il y en a pour 5 millions. Après, tout ça, ça va se faire par étapes, et puis peut-être que les choses les plus dégradées auront des priorités, peut-être qu'il y aura des choses qui seront peut-être abandonnées ou réhabilitées, mais je pense qu'il y a une manière aussi peut-être de rénover l'ensemble, quoi. Enfin, je pense. Après 5 millions, je pense que c'est un Donc chiffre, c'est une grosse structure. c'est un chiffre brut qu'ils ont donné si vraiment on voulait tout réhabiliter à neuf, quoi. Je pense que si demain il y a un porteur de projet, quel que ce soit, c'est lui qui va mettre décider les différentes orientations par rapport aux aménagements. Et donc 5 millions, c'est peut-être lui qui va les mettre. Mais ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, quand on va visiter le site, c'est pas trop entretenu, il me semble. Et c'est un petit peu dommage parce qu'on laisse se détériorer. Et puis dans quelques temps, quand il va falloir le reprendre, notamment par rapport à ces habitations en béton, là, ce serait récupérable. Ou bien il fera tout refaire dedans. Déjà que dedans, c'est pas très fonctionnel, j'ai cru comprendre. Donc après, est-ce que ça vaudra le coup de retaper ou est-ce qu'il faudra mieux le raser, quoi. C'est un peu ça, c'est vrai que ça peut être entretenu, quoi. Après, c'est pas une critique, c'est ce constat. Hein. Je suis allé voir, je trouve que c'est un petit peu dommage, quoi. C'est un gros dossier qui nous préoccupe beaucoup, qui nous prend beaucoup de temps, et vous voyez, on y travaille vraiment. Mais justement, l'ampleur l'ampleur du chantier ne nous autorise pas à prendre une décision à la va-vite. Il faut vraiment qu'on travaille le sujet. Les engagements financiers sont trop importants et il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi au niveau de la commune. Voilà, on y travaille. Voilà, donc je passe au prochain et dernier point là. C'est la convention d'occupation temporaire du local 1 rue du Bourguet. Vous savez, là où nous avons le chocolatier. Juste une question j'allais dire presque d'écriture, dans la mesure où nous avions une convention d'occupation temporaire sur ce bâtiment, je rappelle qu'on veut rénover, bien sûr, avec la SARL du chêne Gatabin, qui devait se terminer au 31 janvier 2024. Ils nous ont demandé, au mois de septembre, ils nous ont envoyé un courrier en disant au mois de décembre, nous souhaitons que la gestion de ce local soit prise directement par la SARL Chocolaterie du Nouveau Monde, donc, qui est gérée par Benjamin Bazoge, le chocolatier, à partir du 1er janvier 2024. Donc, on signe une convention d'occupation avec cette SARL du Nouveau Monde. Cette convention, alors on la signe jusqu'au mois de juin 2024, mais on n'ira pas jusque-là, parce que vous savez, on a voté ici précédemment en conseil que Solia va prendre en compte les travaux de rénovation de ce bâtiment, et nous devons signer fin janvier ou début février avec Solia deux types de baux différents. D'une part, un bail à réhabilitation. Alors on est en train de caler sur la durée, ce sera sûrement aux alentours de 25 ans, 25 ou 30 ans, sûrement 25 ans. Un bail à réhabilitation sur la partie logement et un bail amphithéotique administratif sur la partie commerce, puisqu'on ne peut pas faire de bail à réhabilitation sur la partie commerce. Donc ce second bail, on le signera sur la même durée, bien entendu. Et donc, à partir du moment où on aura signé ces baux, la gestion de ce local sera confiée à Solia,
et la mairie n'aura plus la main. Voilà, donc on resigne juste la convention avec le chocolatier, lequel, si j'ai bien compris, souhaite, une fois que la réhabilitation sera terminée, revenir dans ces lieux, et j'en suis très heureux. Et voilà, donc... le loyer, il sera donc payé à ces structures qui vont le mettre en place, dont Solia. Ah oui, non, mais je pense qu'à partir du moment où on va signer le bail, le chocolatier devra libérer les lieux. Il est au courant, c'est ce qui est entendu, hein, parce que tout va être cassé pour démarrer les travaux. Oui, pour faire les travaux. Donc c'est cette structure qui va engager les frais pour faire les travaux. Et le loyer sera donc payé à cette structure pendant 25 ans. Et puis après, on le récupérera. C'est ça. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Voilà, mais on aura l'occasion de reparler après, une fois que le bâtiment sera rénové, réhabilité et reconstruit. On aura l'occasion d'en reparler et d'expliquer les différents, voire de décider s'il y a des décisions à prendre. Pour la saison, comment ça se passe Pardon, parle plus fort, pardon. Pour la saison touristique, il n'a pas la boutique Non, il devra aller ailleurs. D'accord. Il devra aller ailleurs. Mais enfin, il le sait depuis qu'il est rentré, quoi. Okay. Mais normalement, il reste à Najac. Ouais. Je veux dire, c'est à cause des dates qu'on signe ou... C'est-à-dire C'était prévu comme ça. C'est prévu comme ça par... Ah oui, parce avec que Solia, j'ai reparti le départ à Caniveau au mois de juin. Ah non. C'est... Et il y aura toute la période de travaux qui va durer de toute façon. Hein. Oui, mais on peut les attaquer au mois de juin. Parce que Ah oui, pas pendant l'été. Vous lui laissez le local pendant la période estivale, quoi. Ça va durer. Oui. Ça va durer longtemps. De toute façon, il y aura un été compris dedans, quoi. De toute façon, il n'y a pas de travaux l'été, donc. Oui. Voilà, nous avons terminé les points à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelques informations spécifiques à donner au-delà de l'ordre du jour? Moi, je veux juste vous annoncer que le 28 janvier, à 11h ici, c'est un dimanche, nous tiendrons les vœux du maire de l'équipe municipale, donc le 28 janvier à 11h. Voilà, donc je termine cette réunion. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Non. Mais je vous remercie. Je remercie une fois de plus les bénévoles qui permettent de diffuser ces séances de conseil municipal. Je souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année, que malgré la morosité de la situation internationale, les fêtes soient un moment de joie et de plaisir pour tout le monde, pour tous. Et je vous dis donc à l'année prochaine pour la prochaine session de conseil. Merci à tous.